et à toutes et merci vraiment d'être là pour cette conférence consacrée au droit et à la pop culture. Alors, j'aimerais remercier bien sûr Ania Kassoul pour son invitation que j'ai acceptée assez avec enthousiasme, on va dire, et assez rapidement. Et remercier également Yann Bassir parce que, voilà, en tant que l'un des spécialistes français des rapports entre droit et pop culture, je ne doute pas que eh bien, il aura des remarques qui sont assez intéressantes. Alors, avant d'attaquer le cœur de notre exposé, quelques petites remarques préliminaires pour un petit peu cadrer ce dont on va parler. Donc, le thème, c'est est-il légitime d'étudier le droit dans la pop culture? En réalité, on va élargir un petit peu le sujet. Ce sera plus est-il légitime pour le droit et pour les juristes de s'intéresser à la pop culture? Et bien sûr, lorsqu'on parle de juristes, on va parler ici des juristes universitaires. Hein, la question, ce n'est pas du tout la question est-il légitime que des règles juridiques viennent encadrer les œuvres de pop culture. On ne va pas parler ici de la légitimité d'encadrer les œuvres cinématographiques ou les jeux vidéo ou l'édition littéraire. Hein, c'est vraiment est-ce qu'il est légitime pour un juriste universitaire dans son activité d'enseignement et de recherche de recourir à la pop culture. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, le positionnement que je vais avoir et les propos que je vais avoir ici sont uniquement des pistes de réflexion, hein, qui ne sont pas parfaitement abouties, qui ne sont pas parfaitement ciselées. Hein, donc s'il y a des théoriciens ou des épistémologues qui nous écoutent, qui ne s'étonnent pas qu'il n'y ait pas forcément de délimitation très précise de l'objet d'étude, de distinction forcément très précise de tous les niveaux de discours. L'idée, c'est vraiment de lancer des pistes de réflexion pour pouvoir en discuter, et elles auront bien sûr vocation à être précisées et bien sûr finalisées. Alors, ceci étant dit, lorsqu'on parle des liens entre droit et pop culture, il y a quand même un a priori chez un certain nombre de collègues, et cet a priori, c'est un manque de sérieux. L'idée, c'est de dire ce n'est pas très sérieux de s'intéresser à la pop culture. Pourquoi? Parce que on est des juristes, et ce qu'on demande aux juristes, c'est de connaître le droit positif. On leur demande de connaître les codes, la loi, la jurisprudence, et pas forcément d'étudier la pop culture qui ne sert à rien et qui ne nous apprend rien. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve ici des critiques qui sont des critiques qui sont également plus largement adressées à toutes les matières qui ne sont pas des matières purement techniques. On retrouve des critiques faites contre la pop culture, qui sont des critiques que l'on retrouve par exemple faites contre la philosophie du droit. Dans la philosophie du droit, il y a assez peu de collègues qui disent que c'est absolument pas intéressant, mais finalement, ça ne nous apprend rien sur le droit positif, et donc la philo du droit serait plus un passe-temps à réserver au week-end, aux jours de repos, ou éventuellement à l'heure de la retraite. Bon, eh bien, la pop culture, on a un peu ce même genre de critique en disant c'est un passe-temps, donc en tant que passe-temps, c'est bien si on a du temps à passer. Et donc, en discussion, lors de discussions entre amis, ou en week-end, ou encore une fois, lorsqu'on est retraité, on peut faire du droit et pop culture. Mais en revanche, l'a priori qu'on a chez certains collègues, c'est de dire, comme c'est un passe-temps, ça ne peut pas être l'activité principale, parce que ce n'est pas très sérieux. Bon. Les critiques faites contre le recours à la pop culture seront bien sûr précisées un peu plus loin. En réalité, ce qu'on va essayer de montrer dans cette intervention, c'est que d'un point de vue scientifique, le recours à la pop culture est parfaitement justifiable. Et on va le voir, non seulement il est justifiable, mais il est même possible éventuellement de considérer qu'il est souhaitable, voire recommandable. C'est-à-dire qu'on peut très bien soutenir scientifiquement que non seulement on peut, en tant que juriste universitaire, recourir à la pop culture, mais on peut également soutenir qu'on doit recourir et que c'est même plutôt une bonne chose que de recourir à la pop culture lorsque l'on fait du droit. Alors, ceci étant dit, on pourrait tout d'abord se poser la question on pourrait très bien mettre un petit peu en abîme cette question, c'est-à-dire est-il légitime pour le droit de s'intéresser à la pop culture? On pourrait très bien dire oui, mais est-il légitime de se poser la question de savoir s'il est légitime que le droit s'intéresse à la pop culture? Parce que finalement, cette question se pose, la légitimité pour les juristes universitaires de s'intéresser à la pop culture, c'est que quelque part, il y a depuis une dizaine d'années, depuis un peu plus, une douzaine d'années peut-être, une multiplication des œuvres ou des travaux
de juristes en lien avec des œuvres de pop culture. Et non seulement il y a une multiplication, mais il y a surtout une accélération. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'universitaires qui s'intéressent aux liens entre droit et pop culture. À tel point qu'aujourd'hui, il devient quasiment impossible de faire une recension exhaustive de tous les colloques, conférences, journées d'études, publications sur ce thème. Et on trouve, du coup, si on recherche rapidement, Anya Kassou l'a dit un petit peu, le droit à Jurassic Park, mais on trouve le droit dans Harry Potter, dans Star Trek, dans Star Wars, le droit et le trône de fer, le droit dans les contes de fées, ça a été publié chez Deleuze il y a quelques années. Voilà, il devient très difficile de faire une recension exhaustive de tout ça. Et ce qui est très remarquable et très révélateur de cette multiplication, de cette accélération des études de droit et pop culture, c'est par exemple le dernier numéro de l'année 2020 de la revue française Droit constitutionnel. La RFDC, c'est une revue aixoise qui a été fondée par le professeur Louis Favoreux pour défendre une approche du droit par le contentieux et par la jurisprudence. Eh bien, même Aix-en-Provence a fait un numéro spécial, décembre 2020, consacré aux institutions dans les séries télé. Donc, si même les juristes qui sont censés normalement n'étudier le droit qu'à travers la jurisprudence et le contentieux se mettent à parler de pop culture et en plus avoir une approche institutionnelle, c'est bien que ça illustre quand même un mouvement de fond qui est aujourd'hui de plus en plus marqué et personne n'y échappe. D'ailleurs, même à Poitiers, pour la petite parenthèse, puisque nous sommes ici à l'Université de Poitiers, sous notamment l'impulsion des doctorants, on a tous les ans des conférences, des journées d'études sur droit et pop culture. En 2019, on a eu Harry Potter et le droit, dont les actes sont sous presse. En 2020, on a eu James Bond et le droit. Et si mes informations sont bonnes, dans quelques semaines, on a Tintin et le droit, Tintin au pays des juristes. Bon, personne n'y échappe. Personne n'y échappe, mais finalement, ce n'est pas si nouveau que ça, et c'est là-dessus un peu que je voulais rebondir, le fait de s'intéresser au droit ailleurs que dans les textes droit positif. Puisque finalement, ce prolongement, ce courant droit et pop culture peut être vu comme un prolongement d'un courant plus ancien qui est né au début des années 70 aux États-Unis, qui est le courant Law and Books, qu'on traduit en français comme droit et littérature. Bon, ce courant droit et littérature, il est né pour des raisons bien particulières, dans un contexte social assez particulier, mais peu importe, le courant droit et littérature, c'est un courant qui comprend deux branches. Une première branche qui est d'étudier le droit comme littérature. Le droit, c'est un langage, et finalement, il n'y aurait pas de différence de nature entre rédiger un texte juridique et un texte non juridique. Il y a une citation très célèbre de Dworkin dans son ouvrage L'Empire du droit, où il explique que le juge est un écrivain qui écrit des romans à la chaîne. Voilà. Et ce mouvement droit et littérature étudie également le droit dans la littérature, à titre d'exemple ou de support dans les universités anglo-saxonnes. Et bizarrement, ce courant droit-littérature, en tout cas à ma connaissance, n'a pas fait l'objet de critiques aussi fortes que ce dont fait l'objet aujourd'hui le courant droit et pop culture. Et finalement, avec l'essor de la diversification des supports d'œuvres de fiction, eh bien, finalement, c'était très logique que les juristes s'intéressent à l'étude du droit en dehors de la littérature. Avec l'essor du cinéma, de la télévision, des séries télé, c'était finalement presque logique finalement qu'on étudie le droit. Voilà, il y a eu des séminaires même dans la musique. Il y a eu un colloque il y a quelques années droit et rock à Limoges, il y a eu droit et opéra à Toulouse. Voilà, tous les œuvres de fiction. Il est devenu quasiment incontournable le fait que les juristes puissent s'y intéresser. Et finalement, pop culture, ici, dans le cas de cet exposé, ça désignera en fait l'ensemble des œuvres de fiction, quel que soit le support. Donc littéraire, bien évidemment, mais également cinématographique, télévisuel, pictural ou autre. Bien. Alors, cette question de la multiplication des liens entre droit et pop culture pose la question, bien sûr, de sa légitimité. Et la légitimité, vous le savez sans doute, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi. Un objet n'est jamais légitime en soi. La légitimité, c'est toujours un jugement porté sur quelque chose. Et donc ce jugement de légitimité, bien évidemment, il va dépendre de la source de la légitimité. Et la première source de la légitimité, c'est bien évidemment la source morale. Et la plupart des arguments contre les études de droit et pop culture sont des arguments de nature morale, de type
il est mal que les juristes s'intéressent à la pop culture. C'est une préférence subjective. On préférerait que les juristes ne s'intéressent pas à la pop culture. Cet argument moral, il est, on va dire, sous-tendu par 3 sous-arguments. Il ne serait pas moral d'étudier la pop culture parce que ce n'est pas quelque chose de respectable. La pop culture, ce n'est pas un objet respectable, ce n'est pas un objet sérieux. Donc finalement, étudier la pop culture, c'est quelque chose de douteux, d'inutile, de frivole, de fantaisiste. Or, le juriste n'est pas quelqu'un de fantaisiste, le juriste est quelqu'un de respectable, et il ne peut pas. Il est moralement mal, finalement, d'étudier un objet qui lui-même ne serait pas respectable. À ce premier argument, il y en a un second qui se surajoute, qui est celui de la productivité, qui est de dire, finalement, si j'étudie la pop culture, le temps que je passe à étudier des choses non sérieuses, c'est du temps que je ne passe pas à étudier des choses sérieuses. Et donc, finalement, il en résulterait une perte d'efficacité pour la recherche scientifique. La recherche scientifique en droit devrait se concentrer sur le droit positif, c'est-à-dire les sources formelles du droit, la jurisprudence, que sais-je, mais pas sur quelque chose qui est non sérieux comme la pop culture. Et enfin, il y a un troisième sous-argument, mais qui rejoint les deux premiers, qui est de dire, finalement, c'est un argument d'ordre financier. Et de dire, finalement, si la pop culture, ce n'est qu'un passe-temps, l'État n'est pas là pour financer le passe-temps des chercheurs. Le passe-temps, c'est sur son temps libre, ce n'est pas lors de sa vie de fonctionnaire, de sa vie active. Et donc, finalement, il y aurait un gaspillage d'argent public, du fait que finalement on s'amuserait sur des deniers publics. Bon. Donc finalement, l'intérêt, la légitimité de la pop culture serait triple. La pop culture serait, le recours en tout cas par les juristes à la pop culture serait illégitime en raison de son objet, jugé peu sérieux, en raison de son résultat, entraver ou limiter la production de la recherche scientifique, et par ses moyens, gaspillage d'argent public. La difficulté, c'est que l'argument moral est un argument qui est scientifiquement irrecevable. Pour une raison très simple, c'est que c'est un argument qui est vide de sens. C'est un argument qui est purement métaphysique, l'argument moral. Tout simplement parce que les valeurs morales ne sont pas empiriquement vérifiables. Tout ce que l'on peut vérifier, c'est éventuellement le fait que certaines personnes jugent du caractère sérieux ou non sérieux, moral ou immoral d'une recherche. Ça, je peux empiriquement le vérifier. Mais vérifier empiriquement le bien, le mal, les préférences subjectives n'ont aucune valeur empirique en elles-mêmes. Et ce qui est très révélateur, c'est que du coup, l'argument moral est parfaitement réversible, puisqu'il est purement métaphysique. Je peux très bien dire, il est bien d'étudier la pop culture, parce que le sujet est parfaitement sérieux, parce que cela permet de produire de nouvelles connaissances, et que par conséquent, l'argent public est bien employé. Bon, sauf que dans un cas comme dans l'autre, dire il est mal ou il est bien d'étudier la pop culture, on n'est ici pas face à des arguments scientifiquement étayés, on est face uniquement à des croyances, à des affirmations qui sont purement métaphysiques. Si on part du principe que l'université est le lieu de production de la connaissance, alors la question de la légitimité du recours à la pop culture ne peut se mesurer que par rapport à la connaissance scientifique. Et donc la légitimité ne peut être qu'une légitimité scientifique. Si on veut discréditer un argument, il ne s'agit pas de dire simplement cet argument n'est pas bien, ou cet objet d'étude n'est pas bien, mais il faut ou on peut dire, il faut dire à l'université cet argument n'est pas scientifique. Je prends un exemple, je veux discréditer le fait qu'il y ait des cours sur l'homéopathie dans les facultés de médecine. Je ne peux pas dire, bon, il n'est pas bien de soigner l'homéopathie, il vaut mieux prendre des médicaments autres parce que ça fait le jeu des laboratoires, parce que. Ça, c'est des préférences subjectives. Voilà, si vous préférez faire de l'homéopathie, de la méditation, ça regarde chacun. Si on veut discréditer l'homéopathie, un argument scientifiquement qui porte, c'est de dire parce que il n'y a pas de réalité scientifiquement prouvée, voilà, parce que les bénéfices ne sont pas prouvés, parce que voilà. Donc on ne peut s'appuyer que sur des éléments, sur des arguments d'ordre scientifique, et non pas uniquement des arguments d'ordre moral. Et à ce titre, et c'est ce que je vais essayer de montrer tout au long de cette conférence, par un détour par la question épistémologique, vous allez le voir, scientifiquement, le recours à la pop culture se justifie de 3 points de vue, sachant que chacun de ces 3 points de vue, d'après moi, permet en soi de justifier
En fait, chaque argument, pour moi, se justifie en lui-même. Et en plus, non seulement il n'y en a pas un, mais il n'y en a pas deux, il y en a même trois. Il y a trois arguments qui permettent de justifier scientifiquement le recours à la pop culture. Le recours à la pop culture serait scientifiquement légitime pour connaître, pour comprendre et pour faire comprendre. C'est les trois temps ici de notre raisonnement. Donc, premier temps et premier argument, qui est, à mon sens, un argument massue et qui permet de se justifier à lui seul, le recours à la pop culture par les juristes est légitime pour la connaissance, pour connaître. Ici, bien sûr, si on dit c'est légitime parce que ça se rapporte à la connaissance, la question qui va se poser, c'est savoir qu'est-ce qu'une connaissance. Et ça, la question de savoir ce qu'est une connaissance, c'est l'objet de la question épistémologique. L'épistémologie, pour faire simple, c'est la science de la connaissance, et le fil rouge de l'épistémologie, c'est différencier ce qui est croyance et ce qui est connaissance. Qu'est-ce qui relève de la croyance, purement métaphysique, et qu'est-ce qui relève de la connaissance scientifique. Bien sûr, la ligne de partage entre croyance et connaissance, elle va dépendre des auteurs, parce que la connaissance est un construit, donc bien sûr, ça va dépendre de la façon dont chaque auteur construit ce qu'est une connaissance. Mais une fois qu'une connaissance est érigée au statut de connaissance scientifique, il y a une égalité de statut entre les connaissances. Elles sont toutes également scientifiques. Il n'y a pas des connaissances qui sont moins scientifiques que d'autres. Soit on est dans de la science, soit on n'est pas dans de la science. Et donc, à partir de là, on ne peut pas trier entre les connaissances scientifiques. Le seul tri que l'on peut faire, c'est entre connaissances scientifiques et connaissances non scientifiques. Je fais juste une petite remarque ici pour anticiper d'éventuelles questions qu'il pourrait y avoir par la suite. On pourrait très bien me dire, oui, mais la science n'est-elle pas en elle-même une croyance? Parce que où poser la distinction entre science et croyance? Est-ce que finalement, ce n'est pas quelque chose de purement subjectif? Est-ce que ce n'est pas finalement de la même nature que de poser un jugement moral sur quelque chose, que de poser une distinction entre connaissance et croyance? Alors, bien sûr que la distinction entre croyance et connaissance est subjective. D'ailleurs, dans la théorie pure du droit, quand vous avez Hans Kelsen qui vous dit la science du droit, c'est la description objective du droit positif, bah, c'est son point de vue, d'accord? C'est subjectif. Bon, sauf que la subjectivité n'est pas l'arbitraire et que la création d'une connaissance, elle se justifie par une méthode, par un objet, et elle est elle-même soumise à une évaluation scientifique. Parce que la subjectivité n'est pas l'arbitraire. Et la grande distinction entre la croyance et la connaissance, entre la croyance morale et la connaissance scientifique, c'est que la connaissance scientifique vise à rendre compte du monde tel qu'il nous apparaît, alors que la croyance morale vise à prescrire le monde tel que l'on aimerait qu'il soit. Et les arguments moraux contre la pop culture, c'est dire on aimerait que le monde juridique n'ait pas recours à la pop culture. Donc je ne décris pas le monde tel qu'il existe, je décris le monde tel que j'aimerais qu'il existe. Ça, c'est l'argument moral. Alors, en partant de là, si je commence à vouloir faire un tri entre les connaissances, celles qui seraient légitimes et celles qui seraient illégitimes, eh bien, cette question du tri entre les connaissances, elle s'avère assez rapidement byzantine, très bien, mais surtout et fondamentalement, elle s'avère dangereuse. Cette question du tri entre les connaissances, elle est byzantine pour une raison assez simple, c'est que si je commence à dire qu'il y a des connaissances légitimes et illégitimes, s'il est légitime de connaître le droit positif, illégitime de connaître la pop culture, en fait, je fais une échelle de légitimité. Il y aurait des connaissances qui seraient plus légitimes que d'autres. Donc, du coup, rien ne m'interdit de poser une échelle de légitimité au sein des œuvres de pop culture. Est-ce que, par exemple, il serait plus légitime d'étudier le droit dans Star Wars que d'étudier le droit chez Michel Audiard? Ou est-ce qu'il serait plus légitime d'étudier le droit dans Star Trek que dans Harry Potter, chez Michel Audiard que chez Marcel Proust que chez Flaubert, chez Flaubert que chez le Trône de Fer? Bon. Donc à partir de là, on tombe dans des considérations qui sont par nature indécidables, parce que de nature purement morale. Bon, mais peu importe, au-delà de ces querelles de légitimité de tel ou tel champ d'étude, la question est surtout dangereuse. Commencer à trier entre les connaissances, il y a des bonnes connaissances et de mauvaises connaissances, ça c'est dangereux. Pour trois raisons. Tout d'abord parce que ça aboutit à une forme d'obscurantisme. Légitimer les connaissances ou délégitimer certaines connaissances, c'est quelque part souhaiter que telle connaissance n'ait pas lieu. Si j'estime qu'un objet n'est pas sérieux, n'est pas légitime, c'est que j'admets que
on ne puisse pas chercher, il ne faut pas chercher dans ce domaine de connaissance. Et ça va contre l'esprit des Lumières. Il y a un exemple, ou des exemples typiques que l'on peut trouver dans les liens entre science et religion. C'est exactement ça. Science et religion, dans un premier temps, les théologiens catholiques disaient il n'y a pas de place pour la science. Il n'y a pas de place pour la science, et ils s'appuyaient, pour dire ça, sur l'épître de Paul aux Corinthiens, où Paul disait je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc c'était pour les théologiens l'idée qu'il ne peut pas y avoir de connaissance au-delà de ce que disaient les Écritures. Et puis à partir de saint Thomas d'Aquin, on s'est dit si, il y avait bien une place pour la science, mais comme c'est Dieu qui a créé le monde, la science ne peut connaître le monde que comme Dieu l'a créé. Il ne peut pas y avoir de conflit entre la science et la religion. Et à partir de là, toutes les personnes qui ont cherché à établir des connaissances scientifiques au-delà des Écritures ont été jugées illégitimes et hérétiques et ont connu des procès. Je vous ai mis ici dans le PowerPoint, à gauche, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno, en 1600, il a été brûlé parce qu'il soutenait, alors pas que pour ça, mais il soutenait en partie la thèse copernicienne de l'héliocentrisme. Et quelques années plus tard, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait en partie les mêmes inquisiteurs au procès, c'est Galilée. Galilée, voilà, qui non seulement en plus lui reconnaissait la thèse de Copernic de l'héliocentrisme, mais considérait en plus que la Terre tournait sur elle-même. Et donc Galilée, pour éviter le bûcher, a dû renier ses thèses et ses théories. Et c'est là où il aurait dit et pourtant elle tourne, mais les historiens pensent que c'est purement apocryphe cette citation. Donc à partir de là, on voit bien que si je commence à vouloir légitimer ou délégitimer certaines connaissances, c'est pour finalement interdire ces connaissances. Et cette idée de contrôle des connaissances, elle va de pair avec une forme de contrôle social. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et donc contrôler les connaissances, quelque part, c'est contrôler le groupe social. Donc si je commence à contrôler les connaissances produites, eh bien, ça va contre la liberté, finalement, la liberté du groupe social. D'un point de vue académique, les disciplines, le savoir se structure au sein de disciplines. Et un sociologue comme Bourdieu a bien montré que les disciplines académiques fonctionnaient, comme il appelle ça, selon des habitus. Les habitus, pour Bourdieu, c'est en fait le mimétisme. C'est en fait le fait d'adopter les codes du groupe social dans lequel on évolue. Et donc, Bourdieu nous dit, lorsqu'un chercheur est dans une discipline, il va adopter les codes de la discipline, se référer aux auteurs, façon de penser, de parler, etc. Et donc, contrôler les disciplines, c'est contrôler les habitus, et donc contrôler les chercheurs, et donc contrôler le groupe social. C'est pour ça qu'il y a un contrôle étatique sur les disciplines, et une reconnaissance étatique sur les disciplines universitaires. L'histoire montre bien ça. Dès qu'un État devient totalitaire, eh bien, il va commencer à dicter les bonnes connaissances et les mauvaises connaissances. L'exemple topique, c'est le Troisième Reich, sous l'influence de Carl Schmitt, conseiller du régime pour les questions universitaires, on supprime les cours de théorie de philosophie du droit, parce que ça permet d'éviter de se poser des questions sous le régime. Même en France, Second Empire, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du premier, arrive au pouvoir par un coup d'État, et du coup décide de supprimer les cours de droit constitutionnel. Parce qu'en 1852, les cours de droit constitutionnel, c'est des constitutions révolutionnaires. Les constitutions révolutionnaires, c'est les droits de l'homme, c'est le droit naturel, et donc on ne voulait pas qu'on puisse utiliser le droit naturel et le droit de l'homme pour critiquer le régime. Mais même encore de manière plus actuelle, quand vous avez une ministre de l'enseignement supérieur qui nous dit qu'à l'université, on ne devrait enseigner que des connaissances objectives. Déjà, ça ne veut rien dire, parce qu'une connaissance, elle n'est jamais objective vu qu'elle est construite. Il y a toujours une dimension subjective sur la connaissance. Bien, ce qui prouve éventuellement qu'elle n'a jamais été universitaire. Mais au-delà de ça, quand on dit l'islamo-gauchisme, par exemple, il ne faut pas l'utiliser parce que l'université n'est pas le lieu des idéologies, ça sous-tend que finalement, ce serait que l'idéologie, ce ne serait pas un domaine de recherche qui serait légitime, et donc du coup, on commence à nous dire ce qu'il faut chercher et ce qu'il ne faut pas chercher. Donc fondamentalement, c'est très dangereux, d'accord, de commencer à faire un tri parmi les connaissances selon celles que l'on estime légitimes et celles qu'on estimerait illégitimes. Et le risque, in fine, c'est finalement de réduire la recherche universitaire à sa seule utilité sociale.
Alors déjà, il faut m'expliquer ce que serait l'utilité sociale des recherches universitaires, ça c'est notre question. Mais implicitement, c'est la question de dire finalement la recherche fondamentale ne servirait à rien. En fait, la seule recherche qui sert à quelque chose, c'est la recherche appliquée. Et donc les juristes, la recherche appliquée, c'est le droit tel qu'il existe. Voilà. C'est pas le droit tel que potentiellement il existerait de manière imaginaire dans les œuvres de pop culture. Moi, ça me laisse toujours assez perplexe de dire il faut réduire les recherches universitaires à l'utilité sociale, notamment si on rapporte ça à l'argument du coût et du gaspillage d'argent public. Parce que je ne sais pas du coup quel est le gaspillage le plus fort, parce que si on dit qu'il faut arrêter la recherche fondamentale, dans ce cas-là, bien sûr, ça vaut pour tout le monde, pas uniquement pour les juristes, ça vaut pour les physiciens, pour les mathématiciens. Et moi, je suis quand même assez dubitatif lorsqu'on me dit que finalement, faire un colloque sur Harry Potter et le droit, qui coûte quelques centaines d'euros, c'est un gaspillage d'argent public, alors que construire un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros pour savoir pourquoi les particules ont une masse, ça, ce ne serait pas du gaspillage d'argent public, alors que potentiellement, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut me servir dans la vie quotidienne. Le boson de Higgs, je ne m'en sers pas tous les jours dans ma vie quand je me lève le matin. Bien. Donc voilà, ça, c'est un premier argument qui, à mon sens, est assez fort, dire, bah oui, la pop culture est légitime d'un point de vue de la connaissance, parce que c'est un objet de connaissance. Et les objets de connaissance sont tous également légitimes à ce titre-là. Deuxième argument, non seulement la pop culture, le recours par les juristes à la pop culture serait légitime d'un point de vue de la connaissance, mais également pour comprendre. Le grand 2, deuxième temps, c'est légitime pour comprendre. Le scientifique, lorsqu'il va faire des travaux, lorsqu'il va étudier un objet de recherche, c'est pour aussi d'en rendre compte. En épistémologie, il y a une distinction cardinale qui a été popularisée par un philosophe allemand qui s'appelle Wilhelm Dilthey, qui est la distinction entre expliquer et comprendre. Dilthey, il disait, on explique les sciences dures, par une relation de cause à effet, on comprend les sciences sociales, on ne recherche pas les causes, on en recherche les raisons. On comprend les sciences sociales et on explique les sciences dures. Bon, cette distinction entre expliquer et comprendre a été discutée et remise en cause notamment par un grand herméneute français contemporain qui s'appelle Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui dit expliquer et comprendre, ce n'est pas deux choses qui sont en opposition, ils sont plutôt dans une perspective dialectique. Pour expliquer, il faut comprendre, sinon je ne peux pas expliquer, et expliquer plus, c'est comprendre mieux. Donc finalement, Ricoeur me dit l'explication et la compréhension, c'est deux moments d'un même phénomène qu'il appelle interprétation. Et ça, c'est le rôle du scientifique, interpréter le monde qui l'entoure. Pas au sens interprétation des textes, d'accord, mais interprétation scientifique. Eh bien, le recours à la pop culture permet ça. Permet de créer des cadres d'explication, de compréhension, d'interprétation du monde, même du monde physique, du monde concret, et y compris du droit positif. Parce que cela permet de mettre à l'épreuve nos propres théories, mais également nos propres qualifications juridiques. Ça permet de mettre à l'épreuve, de discuter du coup de nos théories juridiques à deux niveaux, c'est-à-dire que ça nous permet de discuter finalement des concepts ou des notions que l'on pourrait envisager pour parler de droit positif, parce que vous savez que le propre d'un concept ou d'une notion ou d'une théorie en droit, c'est de ne pas dépendre des aléas du droit positif, mais ça permet également de discuter des théories d'arrière-plan, c'est-à-dire des théories philosophiques sur lesquelles on s'appuie, soit pour rendre compte du droit, soit carrément pour créer le droit. On sait très bien que le droit n'est jamais neutre, toujours l'expression de préférence subjective. Eh bien, le recours à la pop culture permet d'illustrer ce genre de choses. Discuter des théories juridiques, par exemple, voilà, il se trouve, Anya Kassou l'a dit en introduction rapidement, il y a quelques années, j'ai participé à un colloque sur le droit et les bandes dessinées, et justement, j'avais essayé de discuter de la pertinence de l'intégration de concepts du droit constitutionnel à une œuvre de bande dessinée qui était l'œuvre de l'Enfeuse de Troie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Enfeuse de Troie, c'est une planète dans laquelle tous les personnages ont un pouvoir qui dérive d'une créature source de tous les pouvoirs. Et ensuite, il y a des personnages qui vont relayer ce pouvoir tout au long de la planète, qu'on appelle les sages. Et du coup, j'avais expliqué en quoi peut-être des concepts comme le concept de souveraineté ou le concept de représentation pouvaient être opératoires pour rendre compte de l'organisation du monde sur l'univers de cette série de l'Enfeuse de Troie. On peut discuter de concepts de conception, on peut également discuter de théories, par exemple la théorie de la démocratie. Voilà, citation très célèbre de Star Wars,
quand le Sénat galactique donne les pleins pouvoirs au sénateur qui devient chancelier, le sénateur Palpatine, eh bien, vous avez un personnage, la reine Padmé, qui dit « Ainsi s'éteint la liberté » sous une pluie d'applaudissements. Très bien. Citation qui est même souvent tweetée. Je me souviens, lors de la loi renseignement en 2015, vous aviez une députée qui était opposée à la loi renseignement et qui avait tweeté « Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements ». Très bien. Mais du coup, Star Wars, c'est un laboratoire pour discuter, finalement, est-ce que les institutions galactiques républicaines dans Star Wars sont démocratiques, ne sont pas démocratiques? Est-ce que les théories juridiques de la démocratie peuvent s'appliquer au monde de Star Wars? Et au-delà de ça, il y a aujourd'hui des classiques dans l'étude du droit lorsqu'on discute du procès, de l'équité du procès, s'appuyer sur Alice au Pays des Merveilles, quand on discute de l'équité du procès, et notamment la célèbre règle 42 que le roi crée de toutes pièces. Toute personne mesurant plus d'1 kilomètre de haut doit quitter le tribunal. Voilà. Mais on peut bien sûr discuter de l'équité du procès à travers Lucky Luke et le juge, voilà, Roy Bean, le célèbre juge, qui d'ailleurs je me suis servi en phrase d'accroche à plusieurs reprises dans mes travaux. Et bien sûr des œuvres plus classiques, le procès de Kafka, les plaideurs de Racine, ou que sais-je. Donc les théories juridiques ou les conceptions juridiques peuvent être mises à l'épreuve à travers des œuvres de pop culture. Mais la pop culture permet également de discuter des théories philosophiques que j'appellerais un peu théories d'arrière-plan, c'est-à-dire les théories au prisme desquelles je vais construire mes théories juridiques. Par exemple, je peux très bien m'appuyer sur la littérature pour discuter des liens entre le droit et la morale. Dostoïevski, Crime et châtiment, vous avez un étudiant qui estime que finalement il n'est pas immoral de commettre un meurtre dès lors que la personne est vieille, qu'elle va mourir de toute façon, qu'elle est détestée de tout le monde, qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle n'a pas de famille. Voilà. Donc, finalement, ce n'est pas immoral de la tuer, parce que ça permet en plus de récupérer l'argent qu'elle détient. Vous avez une autre œuvre qui est très discutée par les philosophes, beaucoup moins par les juristes, c'est Les Caves du Vatican d'André Gide, avec le célèbre épisode du meurtre de Fleury-Soir par Lafcadio, où Lafcadio décide de faire un meurtre gratuit, en disant peut-on faire un acte gratuit et tuer quelqu'un sans raison? Et donc Lafcadio nous dit si je tue quelqu'un sans raison, je ne pourrai jamais être retrouvé, parce que personne ne pourra faire un lien entre moi et le meurtre, parce que je n'ai aucune raison de tuer cette personne. Et donc ça permet de discuter, encore une fois, des théories de l'acte, de l'action, du libre arbitre, ou que sais-je. Et puis voilà, pareil, j'ai remis ici Anatole France, Les dieux ont soif, pareil, pour discuter un peu des questions d'équité, d'égalité, de justice. Les dieux ont soif d'Anatole France, c'est un citoyen lors de la Terreur, hein, qui est membre d'un tribunal révolutionnaire, qui du coup fait bien son travail pour savoir s'il faut envoyer ou pas les hommes à la guillotine, jusqu'au jour où lui-même se retrouve accusé devant son propre tribunal. Bon. Donc le recours à la pop culture permet ça, d'accord, sert d'expérience de pensée, permettant de mettre à l'épreuve nos théories, et ça permet même, au-delà de ça, on pourrait même dire, on discuter des théories, également discuter des qualifications juridiques. Discuter des qualifications juridiques. Il y a ici des exemples très célèbres. Alors je parle sous le contrôle des privatistes, lorsqu'on parle des cas d'absence, de disparition, mais l'histoire du colonel Chabert, très classique, une personne un colonel, considéré comme disparu lors d'une bataille napoléonienne, qui revient 10 ans après. Sa femme s'est remariée, sa fortune a été dilapidée. Juridiquement, qu'est-ce que l'on fait? Sur cette question de l'appréhension juridique de l'absence, il y a eu en 2015 un article paru au Mélange Bégou-Davia, d'un historien du droit, qui s'intitulait « De quelques inconvénients juridiques de la résurrection de Lazare ». Quelqu'un est mort, il n'est plus mort, qu'est-ce qui se passe? Que ça ne pose pas des problèmes juridiques. Et les œuvres de pop culture plus contemporaines permettent d'illustrer ça. Je pense ici à Jon Snow dans Le Trône de Fer, personnage qui est enrôlé dans une compagnie, la garde de nuit, enrôlé jusqu'à sa mort. Il meurt, assassiné, ressuscité par une sorcière. Il dit je suis délivré du coup de mon serment, puisqu'en fait j'étais mort. Et c'est d'ailleurs, j'ai vu ça passer récemment sur les réseaux sociaux, le cas d'un Américain là, qui demandait justement une libération de sa perpétuité, parce qu'il était mort dans sa cellule, réanimé. Il a dit, puisque je suis mort, j'ai purgé ma perpétuité, merci du coup de me libérer. Donc ça pose des questions pour les juristes. Et donc à ce titre-là, la pop culture a une utilité. Et ça permet même, au-delà de ça, au-delà du fait que ça permet de discuter un peu des qualifications et de l'intérêt de nos régimes juridiques pour régir certaines situations, ça permet éventuellement de faire un peu de droit prospectif. Vous avez une personne
qui a inventé un jour le terme de robot. Cette personne, c'est Isaac Asimov. Et il a même inventé 3 lois de la robotique. Je sais qu'à Strasbourg, on connaît bien ça, parce qu'il y a eu un colloque sur les lois de la robotique. Les 3 lois de la robotique sont comme les 3 mousquetaires, hein, elles sont 4, très bien. Mais du coup, ça aboutit à des réflexions sur comment encadrer le recours au robot. Faut-il accorder la personnalité juridique au robot, par exemple? Et par exemple, pour l'anecdote, en janvier dernier, enfin janvier 2020, vous avez un député qui a fait une proposition de loi constitutionnelle déposée devant l'Assemblée nationale pour inscrire les 3 lois de la robotique dans notre Constitution. Dans le préambule, par renvoi d'une charte de l'intelligence artificielle, on aurait Isaac Asimov dans notre Constitution. Donc là, pour le coup, non seulement on s'intéresse à la pop culture, mais la pop culture devient carrément des droits positifs par l'inscription de la Constitution. D'ailleurs, cette charte citait également Jules Verne. On aurait eu également Jules Verne, de la Terre à la Lune, dans la Constitution. Bon. Voilà, et de fait, en fait, vous prenez n'importe quelle œuvre de pop culture en lien avec la science-fiction ou les œuvres de manga, et on trouve toujours matière à discuter ou mettre à l'épreuve nos théories. Un exemple qui m'est venu vraiment en rédigeant le PowerPoint, un manga Full Metal Alchemist. Voilà, vous avez une expérience qui tourne mal entre 2 jeunes garçons, l'un perd sa main, d'accord, et l'autre perd son corps. Et du coup, il a uniquement une âme enfermée dans une armure. Le jury, ça l'interroge. Est-ce qu'une âme enfermée dans une armure mérite encore le qualificatif de personne humaine? Est-ce qu'il y a encore la personnalité juridique, c'est-à-dire droit et d'obligation? Et inversement, dans ce manga, il y a des homoncules qui sont des corps animés mais sans âme. Est-ce qu'un corps animé mais sans âme mérite effectivement également la personnalité juridique? Bon. Donc il y a des vraies questions, et pour ça, hein, en tant qu'élément permettant de mettre à l'épreuve notre interprétation du monde, la pop culture se justifie, à mon sens, d'un point de vue scientifique. Enfin, et c'est le dernier temps, et je vais accélérer parce que je vois que le temps passe, donc je vais aller beaucoup plus vite sur le dernier temps. Ce qui est légitime pour comprendre, ça permet également de faire comprendre. C'est-à-dire que lorsque je comprends le monde, ça permet également de faire comprendre le monde qui m'entoure. Je vais très vite ici. Les juristes, comme tout le monde, utilisent un certain nombre de modèles, et ces modèles de pensée sont utilisés également dans les sciences dures. Dans les sciences dures, il est très courant de se référer, y compris à de la pop culture, pour faire comprendre finalement des modèles scientifiques qui parfois sont complexes. Pour illustrer des théories, alors comment ici ne pas penser par exemple à la théorie de l'expérience du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant, utilisé par Schrödinger pour faire comprendre la théorie de superposition des états des particules quantiques. Bon. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que cette expérience de pensée, aujourd'hui, elle est elle-même devenue un élément de la pop culture. Aujourd'hui, Schrödinger, qui a créé une expérience de pensée, aujourd'hui se retrouve dans la pop culture. Au même titre, on peut citer également l'expérience des jumeaux de Langevin, pour illustrer la dilatation du temps. Un jumeau sur Terre, un jumeau qui part dans l'espace. Celui qui part dans l'espace revient plus jeune que celui qui est resté sur Terre. De la même manière, dans les sciences dures, on utilise le recours à la pop culture pour discuter des théories et voir si finalement des théories purement imaginaires peuvent pas avoir une réalité dans le monde de tous les jours. Par exemple, discuter de la faisabilité des sabres laser dans la vraie vie, tels qu'ils sont envisagés dans Star Wars, ce qui permet d'aborder finalement la physique des lasers. Ou par exemple, pourrait-on dans la vraie vie faire un moteur, comme dans Star Trek, un moteur de dilatation temporelle? Théoriquement, oui, voilà, et du coup, ça permet aux physiciens d'avoir une porte d'entrée là-dedans. Du coup, pourquoi ce qui serait admis pour les sciences dures ne serait pas admis également pour les juristes? Parce que finalement, le recours à la pop culture permet de faire comprendre des situations concrètes, par exemple en matière d'héritage. Je passe vite, mais j'avais relevé plusieurs exemples. Le père Goriot, par exemple, ou Raison et sentiment de Jane Austen, qui sont des situations dans lesquelles il y a, par exemple, Jane Austen, c'est 2 sœurs qui doivent réduire leur train de vie parce que l'essentiel de l'héritage est capté par leur demi-frère. Voilà. Donc, c'est des exemples qui permettent ensuite d'illustrer ou de faire passer des exemples de cours, mais ça permet également d'illustrer des notions abstraites, et j'en finirai par là, c'est mon dernier exemple. Par exemple, c'est un exemple que je mobilise, moi, dans mon cours de droit constitutionnel, le trône de fer, pour illustrer la différence entre la souveraineté juridique et la contrainte politique. Dans le trône de fer, vous avez un personnage, Daenerys Targaryen, qui va prendre une ville, la ville de Myrine, par la force. Elle a une armée, et elle a en plus 3 dragons. Voilà, au niveau de la supériorité militaire, c'est pas mal.
Donc elle prend la ville, et donc par un coup d'État, elle fait un coup d'État, et donc elle va instaurer un nouvel ordre. Donc finalement, juridiquement, elle est souveraine. Et d'ailleurs, elle va, comme elle est anti-esclavagiste, elle va libérer les esclaves et faire des lois sur la liberté. Donc juridiquement, elle est libre. Mais politiquement, elle est contrainte. Parce que politiquement, on s'aperçoit qu'il y a des coutumes qui sont bien ancrées, des résistances sociales, et donc du coup, elle va devoir accepter le retour d'anciennes coutumes pour acheter la paix sociale. Mais ce n'est pas parce qu'elle est politiquement contrainte qu'elle n'est pas juridiquement souveraine. Donc le recours à la pop culture permet de d'illustrer ce genre de situation. Voilà, donc pour conclure, puisque du coup j'arrive à ma conclusion, euh, la science est un monde à construire, comme dirait Gaston Bachelard. Donc finalement, le monde n'est que représentation, n'est que construction. Et en tant que représentation, eh bien, on est libre de notre mode de représentation. La seule chose qui va guider notre façon de nous représenter le monde, c'est son utilité scientifique. Et la pop culture a bien une utilité scientifique, puisqu'elle permet, comme je l'ai dit, à la fois de connaître, de comprendre et de faire comprendre. D'autant plus que le recours à la pop culture, c'est une double représentation, puisque c'est à la fois une représentation du monde imaginaire, et c'est également un ensemble qui permet de se représenter le monde tel qu'il existe. Voilà, je m'arrête là. Je sais que j'ai été trop long, mais j'avais pas mal de choses à dire. Et voilà, je laisse du coup la place aux questions ou surtout, j'attends vos éventuelles remarques. Merci à tous. Oui, merci beaucoup Damien. Alors, je ne sais pas trop quel est le rôle du discutant dans le cadre de ce type de séminaire et qui plus est, séminaire droit et philosophie, je crois que je suis pas parfaitement la personne idoine, puisque moi je suis simplement un modeste geek et un modeste spécialiste de propriété intellectuelle et loin de moi l'idée d'être un spécialiste de droit et pop culture. Cela étant dit, merci pour cette présentation, puisque ça permet, et je vais reprendre un terme qui a été largement utilisé, de légitimer les travaux des uns et des autres, et on en a quelques-uns qui sont dans l'auditoire. Je pense notamment à Valère Endior, qui est l'un des précurseurs justement du mouvement droit et pop culture. Alors, euh, il est vrai que c'est une problématique qui est réelle, la légitimité d'étudier la pop culture lorsqu'on est un juriste. Et en fait, la première question que je souhaiterais vous poser, avant peut-être de faire d'autres remarques, vous avez parlé de l'absence de discrimination dans les connaissances, mais est-ce que l'absence de sérieux avec laquelle on est pointé du doigt, est-ce que ça résulte pas non plus d'une discrimination dans les cultures, puisque on a tendance à considérer que la pop culture c'est une low culture, justement en opposition avec la high culture, et est-ce que le problème initial ne se situe pas à ce niveau-là? Parce que justement la pop culture ne serait pas serait assimilée à la culture de masse, hein, ce qui n'est pas le cas hein, en réalité, mais c'est une low culture et donc il est moins légitime d'étudier, et ce, quelles que soient les disciplines. Je pense que c'est pas le propre du juriste. Je pense qu'un géographe qui va faire un essai sur la géographie dans les univers zombies sera aussi peut-être sujet à un certain nombre de critiques. Donc est-ce que on peut légitimer, je reprends le terme, une discrimination entre les cultures, où là aussi on doit reprendre finalement la démonstration que vous avez opérée s'agissant des connaissances? Oui, je sais pas, du coup, alors j'ai pas le son sur l'ordinateur, du coup, je suis un petit peu en décalé. Donc la question, ce serait de dire finalement, la question de la légitimation de l'étude, en fait, c'est une question de légitimité de l'objet. Il y aurait des objets qui seraient plus légitimes que d'autres et des cultures qui seraient plus légitimes que d'autres. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, c'est ce que j'essaie de dire hein, au début dans le premier temps de mon intervention. Euh, Effectivement, l'argument moral, moralement, il y a des cultures qui sont perçues comme plus sérieuses que d'autres. Et c'est pour ça que je disais que lorsqu'on rentre dans ce genre d'argument, on rentre dans des choses qui sont byzantines. Je disais pourquoi Michel Audiard plutôt que Star Wars, pourquoi Harry Potter plutôt que Star Trek, pourquoi Proust plutôt que Balzac. Donc, et effectivement, lorsqu'on rentre dans cette conception, qui est de dire il y a des objets qui seraient moins légitimes que d'autres parce que moins sérieux, on rentre ici dans l'expression de préférence morale. Et justement, cette échelle de moralité est un argument qui est mobilisé, à ce que j'essaie de montrer, pour délégitimer certains champs de recherche. Mais d'un point de vue de la connaissance scientifique, il n'y a pas d'objet plus légitime ou moins légitime que d'autres. C'est-à-dire qu'un chat, une pierre, un arbre, ils sont ni légitimes ni illégitimes.
D'accord? Une pierre, en soi, elle est ni légitime ni illégitime. Un film, il est ni légitime ni illégitime. C'est le regard que je porte sur lui qui va être légitime ou illégitime. Et l'épistémologie nous dit, la question de la légitimité, elle est en dehors de l'épistémologie. C'est-à-dire que l'épistémo, elle nous dit comment je pose, comment je passe de la croyance à une connaissance. Et en fait, on définit une connaissance, on définit une connaissance de la même manière quasiment aujourd'hui que depuis Platon, ça a assez peu évolué. Une connaissance est une croyance qui correspond à une réalité avec un lien de justification qui permet de passer de la croyance à la connaissance. C'est-à-dire que pour connaître, il faut croire. Voilà. Et l'épistémologie, en fait, va s'intéresser surtout à ce lien de justification, c'est-à-dire comment je peux considérer qu'une croyance n'est plus une croyance, mais devient une connaissance. Peu importe l'objet, finalement. C'est pour ça que j'ai essayé de dire dans mon intervention que d'un point de vue scientifique, il y a une égalité de statut des objets. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus légitime d'étudier un chat que d'étudier un minéral, d'étudier un minéral que d'étudier un végétal. Et au sein des minéraux, si je veux étudier le calcaire, la bauxite, la marcassite, la topaze, il n'y a pas un minéral qui serait plus légitime que d'autres. Donc dans la pop culture, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'œuvre qui serait plus légitime que d'autres. Il y a des objets d'étude. Voilà. Donc si je veux délégitimer encore une fois une étude de pop culture, je ne peux pas délégitimer l'objet. Parce que ma délégitimation sera uniquement une délégitimation de nature morale, donc non scientifique, donc métaphysique. Si je veux délégitimer l'étude de pop culture, je ne peux la délégitimer en disant uniquement qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche scientifique, indépendamment de l'objet. Merci beaucoup. Alors, peut-être d'autres remarques. Effectivement, vous avez identifié deux étages à la fusée qui me semblent relativement importants, c'est-à-dire comprendre et faire comprendre. D'ailleurs, le mouvement droit et pop culture, je crois qu'il s'est plutôt orienté dans un premier temps sur le faire comprendre, c'est-à-dire, et j'aime pas ce terme, même s'il est toujours utilisé, c'est vulgariser, c'est-à-dire permettre au Kidam de mieux comprendre des concepts juridiques. C'est quand même dans cette logique-là que c'est inscrit les différents colloques droit et pop culture, hein, que ce soit les super-héros, enfin pas Game of Thrones à Strasbourg, j'allais dire Le Seigneur des Anneaux à Strasbourg, Camelot plus récemment. C'est dans cette logique-là qu'on s'est vraiment inscrit, c'est-à-dire essayer de faire passer un message. Et d'ailleurs, pour votre parfaite information, s'agissant des colloques qui ont été organisés à Strasbourg, ceux-ci ont été financés dans le cadre d'un IDEX. Et pas n'importe quel IDEX, puisque c'était l'université dans la cité. Et l'objectif, il était très clair, c'était de faire descendre le droit dans la cité pour justement permettre au plus grand nombre d'y participer. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a le deuxième aspect auquel on ne pense pas souvent, parce que c'est vrai que là, on est dans notre mission d'enseignant, et c'est ce qu'on reprend avec le faire comprendre. Et puis, on a la dimension chercheur. Et ça, c'est comprendre. Et effectivement, vous avez identifié un certain nombre d'œuvres de l'esprit qui permettent aux chercheurs de rentrer dans le dur. Je me rappelle avoir écouté un podcast il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, ça fait une petite année. C'est plus que de la science-fiction, de Lloyd Cherry et un auteur, enfin une autrice en l'occurrence, expliquait que les auteurs de science-fiction, c'était des lanceurs d'alerte. Eh bien, je crois que le rôle du juriste dans cette hypothèse-là, c'est bien évidemment aussi d'anticiper sur la base de ces œuvres de science-fiction. Minority Report avec la justice prédictive, aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, il aurait peut-être été bon de travailler un tout petit peu plus cette question de la justice prédictive au moment de la sortie de l'ouvrage en question ou du film, même si celui-ci est un peu plus tardif. Et puis, on met vraiment enfin, on rentre vraiment dans le dur, hein. Je prie de m'excuser pour l'expression, mais pensez à Jurassic Park. Jurassic Park, à aucun moment on va se dire ouais, c'est extrêmement sérieux, faire droit à Jurassic Park, ça n'a que peu d'intérêt, sauf faire comprendre. Mais écoutez, moi Raphaël Morel, donc, qui dirige un ouvrage sur le sujet, m'a demandé de faire propriété intellectuelle propriété intellectuelle et Jurassic Park. Et en fait, il y a une thématique évidemment qui est prégnante, c'est la question de la brevetabilité du vivant. Et la question de la brevetabilité du vivant, très honnêtement, elle est un peu étudiée par les spécialistes de propriété intellectuelle, mais à aucun moment on est rentré dans le dur comme on pourrait rentrer dans le dur si on était confronté à l'hypothèse de clones de dinosaures, parce que là, ça va extrêmement loin. Et donc, ces œuvres de pop culture, elles posent vraiment des questions qui sont fondamentales, qu'on se doit d'appréhender, qu'on se doit d'étudier. L'exemple d'Asimov, il est parfait. Je veux dire, les lois de la robotique, alors comme vous l'avez dit, ça a été étudié à Strasbourg avec Jean-Marc Deltorne et Franck Macrez. Il est très bon parce que ces lois de la robotique,
elles ont servi à la Corée du Sud pour établir des éléments autour de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a été aussi évoqué au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, là n'est pas la question, mais le fait est qu'il s'agit d'objets d'études extrêmement sérieux qui se doivent d'être étudiés. Et puis, si vous me le permettez, il y a un il y a un troisième étage à la fusée sur cette légitimité, et c'est peut-être un peu moins philosophique, et je vous prie de m'excuser si je fais descendre un tout petit peu le débat, mais c'est que la pop culture, c'est un objet d'étude en tant que modèle économique et social. Et ça, on ne peut pas le nier également. Et il y a des thématiques qui sont pas nécessairement propres à la pop culture, mais qui nécessitent malgré tout d'être étudiées. On ne va pas les mettre de côté sous prétexte que c'est de la pop culture. Et puis, on a certaines problématiques qui sont propres à la pop culture. Et là, la vraie question, c'est est-ce que le droit a déjà les réponses pour pouvoir appréhender ces problématiques. Alors, c'est peut-être à la marge comme problématique, mais je reprends souvent cet exemple, c'est la question des langues fictives. Langues fictives qui aujourd'hui sont de plus en plus prégnantes dans les œuvres de pop culture. Hein. On prend le Dothraki, on prend le Haut-Valérian dans Game of Thrones et j'en passe, le Klingon. Aux États-Unis, on a eu quelques contentieux, un gros contentieux en l'occurrence entre la Paramount et des jeunes fans qui avaient fait une fanfiction. Et la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut réserver au titre du droit d'auteur une langue fictive? Et cette question-là, elle a été étudiée en France, enfin, elle a été étudiée, pardon, aux États-Unis, un peu, en France, jamais. Et en Europe, finalement, quasiment jamais. Et donc, on se doit d'envisager ces problématiques, parce que le jour où il y aura un contentieux, on sera quand même relativement content, je crois, d'avoir quelques écrits sur le sujet. Donc, en tant que modèle économique et social, la pop culture nous interroge en tant qu'enseignants-chercheurs, et est parfaitement légitime dans le champ de nos activités. Voilà les quelques commentaires que j'avais, mais j'ai une question, et peut-être que ça revient à la question de la morale. Pourquoi aux États-Unis, notamment, où est né le mouvement droit et pop culture, pourquoi il est plus légitime et en quelque sorte plus normal d'envisager ce mouvement? Pourquoi il est normal que des magistrats citent correctement, et pas comme notre ministre, l'oncle de Peter Parker, et donc le fameux adage, donc grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pourquoi c'est plus légitime aux États-Unis et pourquoi ça ne l'est pas en France? Sur la question de la vulgarisation, je suis assez d'accord. En fait, le recours à la pop culture, c'est pas uniquement faire de la vulgarisation. C'est une porte d'entrée pour faire comprendre des choses qui sont parfois très complexes. Ça peut permettre de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire auprès du grand public et servir de porte d'entrée de manière simplifiée, mais c'est pas uniquement de la vulgarisation, c'est-à-dire que c'est vraiment pour faire et même en physique, je m'étais intéressé un peu à des émissions où les personnes s'interrogeaient sur la faisabilité des moteurs à distorsion temporelle. Ça permettait de faire vraiment des modèles mathématiques. C'était pour faire des maths fondamentales en fait. Et personne lambda ne peut pas faire ça. Enfin, n'y comprendrait rien. Enfin, moi, j'y comprends rien en mathématiques fondamentales. D'ailleurs, je crois que c'était hier avant-hier, sur les réseaux sociaux, j'étais tombé sur un fil d'étudiants en médecine. Et il y en a un qui disait que, par exemple, pour retenir les différentes pathologies, pour le coup, c'est pas de la vulgarisation, c'est des noms scientifiques de pathologies. Bien, du coup, il les associait à des personnages du Trône de Fer, ce qui permettait de retenir les symptômes et les pathologies en fonction des personnages. Donc, on n'est pas uniquement dans de la vulgarisation ici, hein, mais simplement, c'est un mode de référence. Ça agit un petit peu comme en mnémotechnie, comme une table de rappel finalement, pour nous faire comprendre le monde. Et puis, ça permet effectivement de servir de port d'entrée à des réflexions qui peuvent être très techniques ou très complexes. En ce qui concerne l'absence, ou en tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas un grand spécialiste de ce mouvement droit et littérature aux États-Unis, mais effectivement, il me semble, vu de là où je suis, mais j'ai vu que Valère était connecté à Endior, peut-être que lui aurait plus de billes à apporter à ce sujet-là. Mais en fait, lorsque le mouvement droit et littérature est né aux États-Unis, c'était pour répondre à une situation particulière. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas eu les mêmes critiques. C'est qu'en fait, il est né en réaction à. Il est né en réaction à un développement de la jurisprudence de la Cour suprême américaine, à un moment où les juristes avaient du mal à la systématiser. Et ils cherchaient des modèles interprétatifs sur lesquels s'appuyer. Et c'est là où on a commencé à se tourner vers la littérature en disant finalement, est-ce que l'interprétation littéraire serait pas la même chose que l'interprétation juridique?
Et du coup, c'est pour ça notamment que Dworkin s'est tourné vers cette idée d'interprétation et de lien entre le juge qui écrit des romans et l'activité littéraire. C'était pour, c'est pas vraiment faire de théorie de l'interprétation comme on l'entend en France, mais c'était vraiment pour essayer de systématiser l'activité interprétative de la Cour suprême américaine. Et je présume qu'ensuite, pour l'autre branche qui est finalement utiliser la pop culture ou la littérature comme exemple, support dans les facultés anglo-saxonnes, c'était plus dans leur culture, voilà, tout simplement. Vous savez qu'en en pays de common law, on n'est pas comme nous, on ne raisonne pas de manière abstraite par rapport au texte, aux normes, aux énoncés, on est plus par rapport à la pratique, et donc je pense que eux, ça leur semblait plus classique. D'ailleurs, le droit, le mouvement Law and Books, c'est un dérivé de la sociological jurisprudence, et la sociological jurisprudence aux États-Unis, c'est le légal, enfin, qui a donné ensuite lieu au legal réalisme. Le réalisme américain, c'est un courant de pensée qui nous dit le droit, c'est uniquement ce qu'en dit le juge. Oliver Wendell Holmes, qui était juge à la Cour suprême, disait le droit, c'est la prédiction de ce que feront les tribunaux. Et donc faire du droit, c'est uniquement être capable de dire ce que dira le juge. Donc ils n'ont pas du tout la même approche du droit que nous. Et en plus, il y a des raisons sociologiques qui justifient l'apparition de ce courant droit littérature aux États-Unis dans les années 70. Nous, il n'y a pas vraiment ces raisons d'ordre pratique. C'est uniquement des raisons d'ordre scientifique. Voilà, le droit se retrouve dans différentes sphères. Du coup, il devient assez logique ou naturel que les juristes s'intéressent à ces différentes sphères. Mais on n'a pas commencé, nous, à étudier la pop culture, en tout cas à ma connaissance en France, pour répondre à des questions qui se posaient réellement de manière très concrète. C'est pour ça, je pense, qu'il y a peut-être plus cette question de la légitimité qui se pose de notre côté. Et alors, question de Chloé, j'ai une question un peu différente. Est-ce qu'il serait possible de penser qu'étant donné que certains auteurs ou réalisateurs parviennent, grâce à leurs œuvres, à nous faire remettre en cause le droit tel que les juristes l'apprennent, ou du moins à le penser différemment, est-ce que ce ne seraient pas aujourd'hui, eux, les nouveaux penseurs du droit? Et la question de Sacha, qui est une remarque relativement à l'étude juridique de la pop culture, est-ce que l'un des problèmes, ce n'est pas l'absence de préhension sur des éventuels énoncés? Les univers fictifs, par définition, ne présentent pas de droit directement, mais uniquement des manifestations sociologiques du droit. Et cela force l'observateur à confondre Sein et Sollen et à prendre un être pour un devoir-être. En cela, étudier le droit dans la pop culture me semble trouver d'un problème assez délicat. Ok. Bien, est-ce que n'y aurait pas une confusion entre l'être et le devoir-être à étudier la pop culture? Je ne pense pas, mais je peux y répondre. Alors, pour la première question, est-ce que finalement les réalisateurs, les auteurs de séries télé ne seraient pas les nouveaux penseurs du droit? La réponse, à mon sens, est non, parce qu'ils ne font pas de la science du droit. Eux, leur idée, ce n'est pas de réfléchir sur ce qu'est le droit, c'est de mettre en place un univers fictif sans contrainte. Voilà. Penser le droit, c'est... quand je veux réfléchir à ce qu'est le droit, je ne peux réfléchir qu'à ce qui existe comme règle juridique je ne peux raisonner qu'à partir de l'existant, d'accord, et selon une méthode appropriée, en délimitant mon objet. Donc ça, c'est selon une méthode épistémologiquement cohérente. Les réalisateurs, ils ne se posent pas ce genre de questions. En réalité, dans toutes les œuvres de fiction, on s'aperçoit qu'il y a du droit pour les besoins de l'œuvre. Généralement, on imagine un monde totalement, je sais pas, un monde d'heroic fantasy dans lequel il y a des royaumes. Du coup, on va imaginer instinctivement un système de féodal avec des seigneurs, des sous-seigneurs, des fiefs. Mais en fait, c'est pas une pensée particulière du droit. C'est en fait des règles juridiques que les auteurs mettent en place pour les besoins de leur œuvre. Mais justement, le fait de mettre en place du droit pour les besoins d'une œuvre de fiction, ça fait réfléchir les juristes, voilà, sur le droit qui est créé de cette manière-là. Donc les vrais penseurs du droit restent les juristes, mais en tout cas, lorsqu'on rédige une œuvre purement fictive, ça nous fait réfléchir sur le droit. Et en ce qui concerne la question de Sacha sur l'être et le devoir-être, bien sûr qu'une œuvre littéraire est un être, de la même manière qu'un énoncé juridique, c'est un être. D'accord ? Le devoir-être n'est que la signification. Et du coup, lorsque j'étudie le droit dans la pop culture, je n'étudie pas plus ou moins un devoir-être que lorsque j'étudie le droit dans l'univers actuel. Voilà, c'est-à-dire dans tous les cas, j'étudie des énoncés, et dans tous les cas, c'est moi qui vais interpréter l'énoncé comme posant un devoir-être. Et donc, ce que j'étudie, c'est le devoir-être que j'imagine posé par les normes. Alors, la seule différence, la seule difficulté, c'est que la difficulté, c'est que dans le monde empirique, on pourrait dire, on a des énoncés qui sont, dirait Austin, des performatifs explicites, c'est-à-dire qui vont explicitement se présenter comme étant des énoncés juridiques,
Et donc, du coup, on aura tendance à les interpréter comme porteurs de normes juridiques. Dans la pop culture, il y a moins ce genre de performatif explicite. Voilà, c'est nous qui allons reconstruire les énoncés en même temps qu'on reconstruit également la norme. La norme, elle est reconstruite dans tous les cas. On étudie un devoir-être dans tous les cas. Simplement, dans la pop culture, on va reconstruire à la fois la norme, mais également l'énoncé. Dans notre monde actuel, on reconstruit la norme, mais on reconstruit moins l'énoncé, parce que les énoncés, ils sont donnés. Et ça, que l'on soit normativiste ou réaliste, pour moi, ça ne change rien. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait de confusion entre l'être et le devoir-être. L'objet d'étude, dans tous les cas, c'est des énoncés. Et dans tous les cas, c'est le devoir-être porté par l'énoncé. Yann? Sur la première question, ça m'intéresse assez de savoir si les réalisateurs sont des penseurs du droit. J'aurais peut-être tendance à contredire, mais vraiment de manière très nuancée. En fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils représentent le droit d'une bonne ou d'une mauvaise manière, mais cette représentation, elle s'adresse au plus grand nombre. Alors, en faisant cela, peut-être qu'inconsciemment, ils ne pensent pas au droit, mais peut-être que certains le font. Je pense à quelqu'un comme Alexandre Astier, pour Camelot, sincèrement, je pense qu'il s'est posé quelques questions juridiques, et ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, au regard de ses qualités. Donc peut-être que pour certains, ils pensent le droit, mais surtout, en le représentant, eh bien, il nous impose deux choses. Alors, aux enseignants-chercheurs, le cas échéant, soit confirmer, soit tordre le cou à des idées reçues. Ça me semble assez important, et c'est pour ça que les œuvres de pop culture doivent être étudiées, parce que en s'adressant au plus grand nombre, on véhicule un certain nombre de messages. Ces messages sont parfois erronés, et à partir de là, eh bien, notre rôle, peut-être dans nos amphithéâtres ou dans le cadre de conférences, c'est de tordre le cou à ces idées reçues. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, cette représentation du droit, elle doit aussi nous faire réfléchir. Est-ce que justement, elle ne doit pas nous permettre d'avancer pour justement avoir un discours peut-être différent, plus adapté? Ça, j'en sais rien. Encore une fois, moi, je suis un modeste propriétaire intellectualiste et rien de plus. Mais je pense que cette représentation du droit doit nous interroger sur comment on doit véhiculer, enfin, doit faire passer un certain nombre de messages, comment les décisions de justice aussi peuvent-elles être rendues, et ce faisant, eh bien, les réalisateurs, les auteurs participent en quelque sorte à la pensée du droit. Alors, il y a une question de Valère, si vous voulez, je la pose, la question de Valère. Alors, dans le cas des legal drama, séries judiciaires, il est intéressant de noter que les réalisateurs sont parfois d'anciens juristes. La dimension critique à l'égard de certains mécanismes, institutions ou jurisprudences sont à peine voilées. Et d'ailleurs, pour préciser, alors effectivement, Valère précise exemple Law and Order dans toutes ses variantes. J'attire aussi votre attention sur la série Engrenage. Il faut savoir que le showrunner de la première saison d'Engrenage, c'est une ancienne avocate et qui a travaillé d'ailleurs aussi sur les séries de France 2, là, Avocat et Associés, etc. Donc on a aussi ce mécanisme qui peut exister en France. Alors, question relayée, est-ce que la propriété intellectuelle a un rôle, un devoir, non, la PI, c'est propriété intellectuelle, hein, ça, Oui. D'avant-garde dans le recours à la pop culture pour interroger le droit et dans la valorisation de ce mouvement? Là, je vais laisser Yann répondre sur le rôle de la propriété intellectuelle. Mais oui, non, mais alors, effectivement, la propriété intellectuelle a peut-être un rôle un peu différent à jouer s'agissant du troisième étage de la fusée que j'ai évoqué, c'est-à-dire le modèle économique et social. C'est clair que c'est un modèle de création. Et donc, à partir de là, dès lors qu'on parle de création, on nage tout de suite dans le domaine de la propriété intellectuelle. Donc, est-ce que c'est avant-gardiste? Ouais, en tout cas, est-ce qu'on a un devoir d'être à l'avant-garde? Je n'en sais rien. En tout cas, au CEPI, on essaye évidemment d'organiser un maximum de conférences sur propriété intellectuelle et pop culture. On en organise en tout cas depuis maintenant 3 ans une par an pour justement envisager des thématiques qui sont un peu laissées sur le bord de la route. J'ai évoqué les langues fictives. C'est très à la marge en termes de contentieux. Là, on a organisé une conférence justement lundi pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. On a eu une conférence, on a eu une intervention sur les showrunners, mais le statut du showrunner en France. Et là, typiquement,
et je ne parlerai pas de vide juridique, parce que c'est une expression qui est à la mode en ce moment et qui n'est pas forcément adaptée, mais on est à la croisée des chemins parce qu'on a des hypothèses, et je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est technique, œuvre collective, œuvre de collaboration, et finalement, dans quelle catégorie rentre le showrunner? C'est une vraie question. C'est un modèle créatif qui était enfin, qui n'existait pas, et qui, du fait de la pop culture, parce que le showrunner, on est bien d'accord, c'est quand même sur les séries là, assez mainstream, où il y a un travail de dingue derrière, mais comme pour toutes les séries, hein, mais c'est un statut très particulier, et bien là, le droit se doit d'y répondre, et clairement, la propriété intellectuelle en plein dedans. Et puis, vous avez des thématiques, là, peut-être qui sont considérées comme étant à la marge, mais qui brassent beaucoup, beaucoup d'argent, qu'on a évoqué aussi lundi, c'est le cosplay. Le cosplay, qui est un sport national au Japon. Vous avez des personnes qui émargent à 1 million de yens, enfin, pardon, de dollars par an, simplement pour se déguiser dans des conventions. Bon, bah, au Japon, ils ont décidé de prendre une nouvelle loi. Vous voyez, l'inflation législative ne marque pas que la France, mais ils ont adopté une nouvelle loi pour essayer d'être beaucoup plus répressif et d'encadrer beaucoup plus la question du cosplay. Bon, bah, peut-être qu'il aurait été bon que la question du cosplay se pose un peu plus en amont. euh, par les juristes de propriété intellectuelle. Donc oui, on a peut-être un rôle un peu différent. Après, je dois vous avouer, et là, c'est une expérience personnelle. Je dois vous avouer qu'à un moment ou à un autre, propriété intellectuelle dans Tintin, propriété intellectuelle dans Harry Potter, propriété intellectuelle je ne sais où, on va être un tout petit peu sec, hein, parce que la matière est pas non plus archi large, donc on aura un problème on aura un problème pour éviter de se répéter. Mais par contre, pour appréhender le modèle économique et social, très clairement, je pense que la propriété intellectuelle est la matière idoine, mais je pense à d'autres matières, hein. Le droit de la concurrence, par exemple, enfin, quand vous voyez Netflix, quand vous voyez Disney qui a racheté un catalogue, enfin, il y a des problèmes de droit de la concurrence quand même assez nets. Évidemment, le droit des contrats devrait aussi se saisir de ces questions. Je suis intimement persuadé qu'on pourrait trouver des spécificités dans le domaine de la pop culture. Et encore une fois, oui, pour répondre à votre question, peut-être que l'API a un devoir d'être à l'avant-garde sur ces questions-là. Moi, je me souviens lors du colloque qu'on a fait l'année dernière ici sur Harry Potter, euh, et on avait une intervention sur les œuvres transformatives, c'est-à-dire voilà, comment gérer les œuvres de fans par rapport, enfin, dans l'univers d'Harry Potter. Et donc, du coup, c'est des questions de propriété intellectuelle, bien sûr. Hein, est-ce qu'on a le Ouais, droit de... pas parfaitement. C'est une question de propriété intellectuelle. On l'avait évoqué, hein, ce qu'on appelle les fanfictions. Mais en fait, ce qu'on trouve souvent, c'est que ces questions-là, finalement, il n'y a pas beaucoup de réponses juridiques. En tout cas, on n'est pas dans le hard law, on est plutôt dans le soft law. Et d'ailleurs, on passe aussi plutôt du côté du droit des contrats. Un exemple tout simple, hein. Sur les fanfictions, vous avez Doctor Who, où vous avez une clinique, en quelque sorte, de fanfiction qui a été développée par la BBC, et les meilleurs scénarios sont potentiellement repris ensuite pour la série. Donc on a essayé vraiment de combiner les deux, parce que les fanfictions, concrètement, c'est très clairement de la contrefaçon, il n'y a aucun problème là-dessus, mais la question qui se pose, c'est comment les sanctionner. Ben, c'est impossible. Je veux dire, on n'a pas les moyens pour aller courir après tous les fans qui ont fait des petites fanfictions à droite et à gauche, et vous en avez qui sont parfaitement opposés, hein. Je pense à Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui déteste ça par-dessus tout. Mais que faire? Et je pense que la solution, elle se situe à un autre niveau que la propriété intellectuelle. Et là, c'est potentiellement la question du droit des contrats, qui s'inscrit dans la logique pays, évidemment, mais le droit des contrats a une place très, très importante à jouer. Tout a été dit, mais justement, qu'est-ce qui nous permettrait, et je dis nous, ceux qui s'inscrivent dans ce mouvement, qu'est-ce qui nous permettrait non pas de légitimer, parce que là, on a bien compris, mais qu'est-ce qui nous permettrait de gagner peut-être, entre guillemets, en sérieux vis-à-vis de nos détracteurs? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Est-ce que c'est peine perdue, ou est-ce qu'on a quelque chose à faire? Est-ce que la porte est entrouverte pour essayer de les convaincre? Ah, moi j'ai vraiment un sentiment qui est très personnel là-dessus. C'est que lorsque l'on travaille sur un objet quel qu'il soit, que ce soit un objet conceptuel ou un objet empirique, que ce soit un objet fictif ou un objet que je peux voir constater, avec cette question d'ailleurs qui peut être mise en tête de toute recherche scientifique, hein, qui est la question gnoséologique, hein, comme disent les épistémologues, c'est-à-dire qu'est-ce que la vérité et est-ce que la vérité existe de toute façon. Déjà, mais bon, indépendamment de ça, quel que soit mon objet d'étude,
empirique, non empirique, abstrait, pas abstrait, purement imaginaire, idéal ou purement factuel. Ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est s'entourer de toutes les précautions méthodologiques inhérentes à notre étude. Après, on ne peut pas forcer un âne qui n'a pas soif à boire. Donc voilà, je dirais ça, c'est-à-dire que ceux qui savent, savent. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui liront les études et les articles pourront constater le sérieux de la méthode, mais ensuite, je pense qu'on ne pourra pas convaincre autrement que par le sérieux de nos articles des gens extérieurs. En fait, dès lors qu'on mobilise un élément moral, dès lors qu'on mobilise un élément moral qui est de dire il est mal que de mobiliser des juristes sur la pop culture, mais moi j'entends les mêmes réflexions sur la philosophie du droit, par exemple en disant, ou j'entends même ces réflexions et j'ai des collègues, je ne serai pas de nom, mais j'ai des collègues qui disent même des thèses sur des sujets conceptuels ou notionnels, ça ne sert à rien. Parce que c'est une perte de temps, parce que nous, on est des juristes, et les juristes, ça doit être des thèses sur des sujets de droit positif. Comme si la théorie du droit, ce n'était pas du droit positif, comme si c'était du droit naturel. Bon. Mais voilà, il y a cette idée-là. Mais dès que l'on rentre dans ce genre d'argument, en disant c'est pas moral, du coup, on ne devrait pas s'y intéresser, on n'a pas de moyen de le convaincre plus que ça. Donc moi, je pense que la meilleure attitude à avoir, c'est être cohérent avec soi-même, être cohérent avec sa méthode, être certain du sérieux de sa méthode et pouvoir expliquer à qui veut l'entendre que ce que l'on fait s'inscrit parfaitement dans une démarche scientifique. Après, je ne suis pas persuadé de l'effet que ça pourra avoir sur les interlocuteurs. Alors, il y a une autre question là qui a été posée par Ania, je ne sais pas si c'est une question de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut faire preuve de plus de précautions méthodologiques quand on étudie les BD ou Jurassic Park? Oui, Oui, la je sais pas, question je vais au est Jurassic assez. Park, je veux répondre. Non, non, mais en fait, je pense que le problème, il y a plein de problèmes qui ont été évoqués, plein de difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans l'étude de la pop culture. Mais je pense que l'un des problèmes majeurs qui n'a peut-être pas été évoqué, c'est le fait qu'on s'amuse un peu, on a envie de se faire plaisir. Et le plaisir est quand même inhérent au mouvement droit et pop culture. C'est extrêmement sérieux dans la démarche, et quel que soit l'étage de la fusée. Je veux dire, comprendre, faire comprendre ou envisager la pop culture comme étant un modèle économique et social, on le fait avec beaucoup de sérieux, mais on a aussi envie de prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait. Évidemment, moi j'aurais plus de plaisir à évoquer Jurassic Park plutôt qu'à me taper la dernière décision du TUE sur une marque inconnue au bataillon avec une centaine de produits et services. C'est très clair. Pour autant, le fait de s'amuser, ça ne remet pas en cause le sérieux. Et je pense que le vrai problème, il est là. On voit bien que dans les colloques droit et pop culture, quels qu'ils soient, il y a une volonté de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres par la même occasion. Et je pense que ce concept même d'amusement, et c'est peut-être très péjoratif, est potentiellement gênant. Mais le fait de s'amuser, ça ne remet pas nécessairement en cause le sérieux de la démarche. Alors, je pense qu'il y a un philosophe célèbre qui a évoqué cette question du gai savoir. Mais voilà, je pense que une des problématiques est là, c'est qu'on prend du plaisir, et le plaisir est peut-être être problématique. Enfin, on prend du plaisir. Certains prennent beaucoup de plaisir à faire des choses sur les collectivités territoriales ou autres. J'y vois aucun inconvénient non plus. Mais on peut s'amuser, voilà. Et le fait de s'amuser, peut-être que ça, c'est gênant. Oui, la conclusion, oui, on pourrait gloser sur ce qu'on appelle, quelque chose de sérieux. Moi, le sérieux, implicitement, c'était la rigueur méthodologique, voilà. Mais ensuite, ça n'empêche pas de faire sérieusement et de s'interroger sérieusement sur des choses qui paraissent non sérieuses pareil. C'est ça, parce qu'un objet, encore une fois, n'est jamais sérieux en lui-même. C'est le travail sur cet objet qui est jugé sérieux. Un chat, un arbre, pas sérieux en eux-mêmes. Voilà,